Piqué Recio de Madridismo au quotidien. Salut mec, je vais commencer direct. Cette image de Xavi à genoux, c'est quand il a raté la dernière occasion du match de Mbappé. Attention, le Real aurait pu gagner ce match comme à Elche. Cette dernière action de Gonzalo, bien sûr. Gonzalo, le gars, eh bien, il fait ce qu'il peut avec les quelques minutes qu'il a. Cette image reflète bien ce qu'il est réellement en train de faire. Xavi s'est agenouillé devant le vestiaire du Real Madrid. Et toute cette difficulté que ça implique. Enfin, ce n'est pas le Xavi de la Coupe du Monde des clubs. Comment tu vas, mec? Salut, bonjour. Moi, non, bien sûr. Au final, ici, depuis la distance, il nous manque des infos, c'est sûr. Je ne sais pas si le vestiaire a gagné une partie ou si lui l'a perdu. Mais j'ai vraiment l'impression que Xabi Alonso, dans ce qui pourrait être sa conviction footballistique, est passé du meilleur au moins bon. C'est-à-dire, en gros. Après, il y a des particularités, mais je pense que l'équipe, moi, de toute façon, le mondial des clubs, je le vois plutôt comme, disons, un test, un essai. Ça me semble une période très particulière. Moi, mes évaluations, je les base beaucoup sur ce qu'est la saison elle-même. Et le fait est que le Real Madrid, eh bien, il y a des erreurs qui se répètent match après match, d'autres sont un peu différentes. D'autres points semblent s'améliorer, mais pas suffisamment. Moi, je vois vraiment un entraîneur dépassé par la situation. En fait, il y a une vidéo sur la chaîne où je parle de Xabi Alonso dépassé. Je crois qu'au niveau du prologue, d'épilogue, l'histoire qu'il est en train d'écrire au Real Madrid, ça peut finir en drame pour lui, parce qu'au final de ce qu'il a commencé à écrire au début jusqu'à cette partie, attendons de voir la fin. Mais ça semble peut-être un peu aller dans ce sens, quoi. Bien sûr, il est en train d'écrire une série de notes footballistiques en ce moment qui ne correspondent pas à ce qu'on percevait, en théorie, de Xabi Alonso. Mais comme je te l'ai dit avant, Miguel, avant de commencer notre discussion, je ne sais plus qui est Xabi Alonso. Non, je ne sais pas. Xabi Alonso, c'est qui celui d'il y a quelques semaines? Celui qui semble ne pas corriger les erreurs, qui laisse passer les fautes et qui n'est pas interventionniste? Je ne sais pas qui est Xabi Alonso. Eh bien, écoute, moi je pense que c'est celui du mondial des clubs, mec. Il a commencé avec une sacrée énergie, mec, avec un élan incroyable. Il savait que c'était un sacré défi de reprendre une équipe. Lui transmettre ce qu'il veut mettre en place en à peine une semaine, avant de commencer le premier match de la Coupe du Monde des clubs. C'était ce match nul contre Al Hilal. Oh là là, mais au deuxième, au troisième, au quatrième match, on s'est dit, putain, enfin, on commence à voir des trucs pendant les cooling breaks. Il changeait des trucs, il disait à Tchouaméni, hey, fais ta part de travail, mais si le match te le permet, avance de 2 pas. Ensuite, il le formulait calmement. Il le racontait ensuite quand on l'interviewait et tu te disais, putain, ici il se passe des trucs. Ensuite, il change les joueurs de poste. Il te faisait ses discours en conférence de presse sur ce qu'il avait fait. On était tous super emballés, mec. Et alors moi je pense que le vrai Xabi, c'est celui-là. Parce que c'est celui que je comprends avoir été celui de Leverkusen. Pas quand il prend l'équipe en position de relégation, il les emmène en Europe l'année suivante, sans perdre un seul match. Il gagne la Bundesliga et se retrouve en finale de la Ligue Europa, etc. Il fait des trucs Depuis un contexte très différent. Ça, bien sûr, c'est un contexte complètement différent. Alors c'est très bien toute cette intervention, ces mécanismes, tout ça. Mais si tu arrives au Real Madrid et que tu n'es pas capable de maintenir, disons, une stabilité tactique, si tu n'en es pas capable, autant avec que sans ballon, même si contre Girona, je trouve l'équipe meilleure par bloc sans ballon qu'avec ballon, mais avec ballon, il y a beaucoup de problèmes. Si tu n'arrives pas à mettre en place ces schémas de base pour améliorer l'équipe dans sa manière de se comporter au quotidien, match après match, ben c'est sûr, ça ne nous sert pas vraiment. Je te dis, moi non. Je ne sais pas si ça a été une question propre au vestiaire. Enfin, il a saisi le message de façon assez relative. Et au final, lui aussi se met un peu à l'autogestion. À ce moment-là où il se rapproche des joueurs, les joueurs l'interprètent comme une victoire pour nous. Donc, on peut y aller de façon un peu plus anarchique sur le terrain. Et puis, on voit que depuis le jour du classique, il prend pour moi la décision d'être un entraîneur. Plus immobile et où certains joueurs semblent intouchables. C'est là où je veux en venir. Regarde cette action. C'est l'action du début qui va jusqu'à la ligne de fond. Première mi-temps, à la 18e minute.
Tu dis, c'est un moment du match qui touche à sa fin et tout, ou c'est plus galère de suivre les actions? D'accord. Je ne comprendrai pas non plus. Mais bon, non. Surtout dans le cas d'un attaquant. Mais attention ici à ce que fait Mbappé. Bien sûr, à Mbappé, qu'est-ce que tu peux lui dire s'il est le meilleur buteur de l'équipe? Si l'autre jour, il met 4 buts à Vinicius, qu'est-ce que tu veux lui dire? Si l'autre jour, il te sort l'action qu'il te sort, le match qu'il te sort? Non. Même si c'est vrai qu'hier, par moment, c'était un peu moins bien et tout. Mais bon, ce sont deux joueurs que tu ne peux pas enlever, et il est clair qu'ils ont le sens du but. Ils ont le sens du but, et il faut les chouchouter. Si toi, tu donnes des explications à Mbappé pour qu'il aille sur ses ballons, parce que je suis convaincu que Xavier lui a répété 1 million de fois que bordel, c'est là qu'il doit aller au second poteau. Ce qui ne va pas, regarde où Bellingham et Mbappé entrent en demandant au point de pénalty. Mais mec, bouge, enfin, bouge dans l'espace, va dans le dos de ce central, va au second poteau parce que tu as déjà Bellingham à côté de toi. Tu dois chercher l'autre option. Pour que Vinicius ait les deux, et surtout, pour que ces trois types qui sont là en train de défendre presque sur le coin de penalty. Certains s'inquiètent pour toi, parce que là, tu es déjà bien contrôlé. Regarde comment l'action se termine. C'est vraiment hallucinant. Qu'ils viennent en fouillant et en ne passant à personne. Avec Mbappé sur le coin de penalty et à côté de Bellingham, alors bien sûr, j'imagine que Xavier lui dira ça. Mais tu ne le convaincs pas, mec. Pourquoi tu n'oses pas mettre là le 9 dont il a besoin à côté, qui serait soit Gonzalo Vendry? Peu importe, un type qui arrive là. Mais pour ce genre de ballon que met Vinicius, non. Il n'a pas besoin d'être un vrai neuf. Tu dois voir qu'un joueur comme Bellingham arrive et toi, tu dois tirer vers l'avant pour libérer l'espace pour que Bellingham puisse frapper. Que Vinicius fait une erreur. Vinicius doit lever la tête. Vinicius a tendance à passer en mode automatique très souvent et à ne pas regarder ce qu'il y a. Il exécute le plan. C'est vrai que ce que demande l'action, je le répète, c'est que Mbappé file vers le but. Et Bellingham, qui arrive en deuxième ligne, doit rester là où il est. Bellingham est parfait sur cette action. C'est une action très typique de Bellingham et de Mbappé. Ok, il doit aller vers l'avant, mais je vous dis aussi que Vinicius, moi je pense qu'il doit lever la tête. En gros, il doit analyser la situation. Mais avant de recevoir le ballon et le lâcher plus tôt, il a Bellingham tout seul, même si Mbappé est là. Bellingham est tout seul, mais Kik fait toujours la même chose. Je veux dire, parfois avec Vinicius, c'est une question de confiance. Tu sais qu'il va t'en créer 30 comme ça et qu'il va en rater beaucoup. Mais il en crée ou en tente tellement que tu sais qu'il y en aura 5 ou 6 qui seront des ballons comme ça. Putain, va à l'endroit où vont ces ballons. Tu penses qu'il peut aller là où tu crois qu'il peut aller? C'est que voyons. José Lu serait-il allé sur ça? Vraiment. Je ne demande pas que José Lu vienne. Je demande qu'il y ait un attaquant qui aille sur ça. Et puis, si en plus tu as un gars qui plante des buts à l'appel et qui est aussi bon que Mbappé, fantastique. Mais un neuf doit aller sur ça. Comment c'est possible que non? Tu profites d'avoir un marteau-piqueur sur la gauche avec tout son arsenal, qui est Vinicius. Mais un gars qui va toujours te créer ce genre de situation. Comment tu ne vas pas en profiter? Dans le cas de Mbappé, comme tu dis, bien sûr, au final, qu'est-ce que tu vas demander à un joueur qui plante des tonnes de buts, c'est tout? Eh bien, pas toujours, non, bien sûr. Mais bon, il peut y avoir une action qui demande un autre type de mouvement ou pour une question de profil de joueur. Peut-être qu'il ne comprend pas qu'il doit aller là. Mbappé, à ses débuts, on l'a toujours dit, pour le meilleur et pour le pire, c'est un duo un peu asymétrique. Parce que ce sont des joueurs qui, par nature, aiment ça. Ils aiment rentrer en diagonale depuis le pied opposé et à partir de là, tracer une ligne de puissance, de vitesse, slalomer en 1 contre 1 et finir chacun à sa manière avec son skill. Alors là, il y a quelque chose d'un peu contre nature, oui, même si c'est vrai que sur d'autres actions, ils ont bien fonctionné. En fait, il y a des statistiques sur les passes décisives en Europe des 2 dernières années qui sont extrêmement élevées de leur part. Pas des deux, enfin, voyons. Je crois. La question du neuf, que Madrid ait des comportements de vrai neuf. On a besoin d'un neuf. L'équipe est asymétrique. Enfin. Tu vois, en Europe, il y a des équipes asymétriques. Et ils auront ce genre d'action, de situation. En gros, pour moi, ce genre de truc, c'est le moindre des soucis. Du Real Madrid. C'est-à-dire le Paris Saint-Germain, par exemple, qui est un exemple très extrême, mais évident et actuellement gagnant. Ils jouent avec 3 gars, dont aucun n'est avant-centre. Et ils se comprennent. Et il y a un travail solide, autant avec que sans ballon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours chercher à mettre en valeur les qualités de tes stars. Essayer d'en tirer le maximum.
Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des situations où Vinicius et Mbappé tirent vraiment le meilleur parti, et d'autres où, naturellement, non. Alors, ce que tu dois évaluer là, Miguel, ce sont les pour et les contre. Disons comme ça te fait pencher la balance du bon côté. Oui, non, moi, alors là, c'est une affaire que Madrid décidera ou pas, selon moi. Que Madrid fixe l'équilibre, la balance, mais bon, des actions, des actions. Mais Kik, écoute, j'ai mis celle-ci parce qu'il y en a 1000. Enfin, ce n'est pas un type d'action. Bien, bien, mais tu dois rester cohérent. Par exemple, cette action vaut celle de Franck et de Tran Alexander-Arnold, arrivant jusqu'à la ligne de fond, combinant et centrant dans la surface. Combien il y en avait dans la surface? Il n'y avait personne pour conclure. C'est pour ça que je parle de cohérence. Parce que j'ai mis celle-là, mais je pourrais en mettre plein d'hier, des centres qui n'aboutissent à rien. Parce que ce n'est pas le Real Madrid. La surface, tu vois Mbappé là en train de la demander à l'entrée de la zone? Mbappé ne va pas aller charger la surface, mec. Bien, bon. Eh bien, c'est à ça que je fais référence. Comment est-ce possible que Xavi ne voit pas ça? Xavi le voit évidemment et il se dit, voyons comment je peux optimiser le jeu d'attaque de mon équipe. Et contre la deuxième équipe la plus perméable de la Liga, qui est Girona, je suis incapable de lui mettre un but. Je lui en mets un, et sur penalty. Non? Comment je peux optimiser ça? Putain, mais je le vois avant toi, moi. Alors je reviens à ce que je disais au début de la vidéo. Il n'ose pas. Il n'ose pas mettre Gonzalo parce qu'il devrait retirer quelqu'un dans un geste radical. Et c'est là que j'en viens maintenant à Belling. Parce qu'ensuite, on va parler du sujet défensif et d'une action de Valverde, encore une fois, qui m'a vraiment mis hors de moi. Belling n'est pas en état de jouer parce que, bien sûr, enlever Belling, c'est le problème dont je voulais te parler. Ce serait un problème de l'enlever, bien sûr. Donc, tu crois qu'il n'ose pas le faire parce que ce serait un problème pour lui. Et pourquoi il voudrait encore plus de problèmes avec le vestiaire? Bien sûr, ça reviendrait un peu au circuit d'analyse que j'ai déjà utilisé avant. Non, je crois que depuis le classique, il s'est passé quelque chose. Et aussi, Xabi Alonso a voulu sûrement, je suppose, se rapprocher de certaines pièces pour maintenir, disons, une meilleure relation humaine. Avec tout ce que ça implique, pour le meilleur ou pour le pire. Alors je pense que Bellingham est un joueur clé dans le vestiaire du Real Madrid. Xabi Alonso a misé très gros sur lui depuis le jour du match contre l'Atlético de Madrid, alors qu'il n'était pas encore prêt. Il a probablement pris ce risque. Ça n'a pas payé. Et je pense que vu ce qu'on a vu, il va rester sur la même ligne de conduite. Autogestion, intouchable, changement plus ou moins prévisible. C'est-à-dire tout le contraire de ce que, a priori, était Xabi Alonso, ou du moins ce qu'on pensait. Hier, non, ce n'est pas son pire match de la saison, non. Je pense qu'il a eu des actions de récupération assez bonnes. Mais dans tout ce qui est décisif, c'est-à-dire les dernières passes, les conduites de balles, les frappes, dans tout ça, il a été maladroit, faiblard. Et Arda Güler a fait un match moyen plutôt mauvais. Et il a perdu des ballons. Oui, j'ai l'impression que pour Xabi Alonso, c'est bien plus simple de changer le meilleur passeur et partenaire de Mbappé, celui qui l'aide. C'est beaucoup plus facile pour lui d'enlever Güler. C'est pour ça qu'il a fait entrer Camavinga pour renforcer l'équipe. Et franchement, ça pouvait avoir du sens parce que du côté de Fran Garcia, on souffrait beaucoup en défense. Mais vraiment, je crois que Xabi Alonso, s'il avait quelque chose de spécial, ou si on pensait qu'il avait quelque chose de spécial, parce que moi je ne sais plus quoi penser, c'est qu'il pouvait être un entraîneur imprévisible. Aujourd'hui, il est prévisible et ses changements, sans parler de Miguel, provoquent une réaction dans l'équipe pour gérer. Eh bien, un autre type de résultat que, comme tu dis, Madrid aurait pu gagner, mais aussi bien perdre ou encore faire match nul, avec quelques nuances. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment lors des matchs à l'extérieur. Bien sûr, c'est que bien sûr, ultra prévisible à la 89e, Gonzalo, c'est un changement qu'Ancelotti te signerait sans hésiter. Mais là, on parle en lettres d'or, enfin, du genre, Ancelotti serait au Brésil. Et voilà que le monsieur nous dit que ce changement est à lui. Ne me le pique pas, non, bien sûr, mais pour ça, non. Enfin, il se trouve que j'ai ici les stocks, ici les papiers. Militao a fait les. Deuxième tir cadré du Real Madrid dans tout le match, jusqu'à 7 minutes. Après, c'est vrai qu'on a tiré plus au but et tout, parce qu'il y a eu une sorte de siège à la fin du match. À la 53e minute, le seul qui avait cadré un tir, et 2 fois, c'est que celui de la 53e était le deuxième. Parce qu'il y a une circulation de balles absolument désespérante, parce qu'ils sont totalement prévisibles dans le dernier tiers du terrain, parce qu'il n'y a aucune surprise. Et toi, tu as un gars qui a un vrai pied en or, qui balance des centres là où il n'y a personne. Et toi, tu as un gars qui a un vrai toucher de balle, qui balance là où il n'y a personne, mais dont on pourrait parfaitement profiter. Mais qui pourrait être parfaitement exploité. Quand c'était Lucas qui les envoyait.
Bordel, personne ne finissait dessus. Mais quand c'est Alexander Arnold qui les envoie, je me dis, putain, mec, c'est des petites merveilles pour mettre la tête là. Et non. Et ça fait mal. Et alors, bien sûr, le match te demande de faire entrer Gonzalo. Et qui tu retires pour Gonzalo? À 30, Alexander Arnold. C'est là où je vais en venir avec Xavi, mec. C'est pareil. Il a osé sortir Güler pour Belling et il aurait pu enlever l'un ou l'autre. Mais quelle coïncidence, c'est Güler qui l'a sorti. Pour une raison quelconque, et bien dans ce cas, au lieu d'enlever Valverde, il enlève Trent. Un entraîneur qui... Il a accepté, oui, que les rôles dans le vestiaire passent avant l'aspect méritocratique. Et pour moi, c'est quasiment une condamnation à mort. Parce que même aussi, bien sûr, et avec Rodrigo, il a fait pareil. C'est-à-dire, quelle part méritocratique a Rodrigo pour continuer à se fondre dans le rôle de joueur numéro 12? Un joueur qui démarre titulaire. Aucune, mais il continue à le faire. Regarde celle de Valverde. Qu'est-ce que j'allais te dire? On a parlé du football offensif du Real Madrid. Bon, la défense, mec. Tu te souviens de ce truc avec Cheno quand Valverde est revenu comme ça? D'accord. Alvaro Rodriguez donc. Voilà comment il revient sur le devant de la scène avec le but d'Alvaro Rodriguez. Exactement. C'est comme ça qu'il revient dans cette action. Mais regarde bien où il fixe le ballon. Il est là. Je ne sais pas si toi tu le vois bien. Et les gens, je ne sais pas s'ils le voient bien. Il regarde vers le cadre, en bas, par terre. Enfin bon, c'est vrai qu'il regarde un moment. Puis il regarde où est le ballon. Ce serait génial. Mais tu vois un gars, ce Marocain-là, qui y va et qui marque. Bon joueur de foot d'ailleurs, qui fait le plein centre dans un couloir où il ne manque plus que le tapis rouge. Et ton instinct défensif de footballeur que Valverde a, et qu'il a vraiment. Mais Valverde, il a de quoi aller bloquer ce type avec un sprint, le faire 80 fois. Et regarde comment il revient. Je vais vous montrer un petit moment parce que je ne peux pas en montrer beaucoup. Mais il trottine. Il est juste là. Là, il s'est déjà grillé. Là, il s'est déjà grillé. Mais bon, mais, voyons voir. Enfin, c'est qu'ils font des trucs, mec, qui franchement... Bien sûr, l'important. Ici aussi. On pourrait parler du retour de Arda et Belinda. Le retour de Arda et Belinda. Perfectible. En fait, parmi les retours, le seul milieu qui revient bien, c'est Aureliano. C'est le seul. Celui d'Aureliano. Gordon kick, pardon. Je l'ai vu. 2 ou 3 fois mettre la pression sur le gardien parce que c'était lui qui était avec Bichel. Et souvent, il devait aller sur le gardien. Mais comment tu perds un gars qui, si Girona repart avec le ballon au pied ou un jeu long, comment tu perds un gars comme Chouamini en train de presser le gardien dans une zone où, si ta pression est dépassée, c'est là qu'il doit être. Bah oui, en plus. Parce que d'autres, ça, il y en aura. À chaud. Moi, j'aime défendre au haut. Mais il faut que ça compense parce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais pas celui qui ne le fait pas. Qui ne suivent pas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une défaillance multiorganique. Frérot, c'est multi-organique. Enfin. Itam multi-organique. Et franchement, hier, ça m'a fait de la peine parce que Rudiger et Militant, je trouve qu'ils ont fait un match correct. Surtout Antonio, qui revenait d'une longue inactivité, et Eder, qui avait eu un souci physique avec Una sur les marquages individuels du pressing bloc haut. Il a été très bon et dans différents duels. Il a vraiment été gagnant. Et bien sûr, Franck Garcia, dans son domaine, a été très mauvais. Et puis ce cadre en gauche avec Bini en repli et Bellingham, qu'on voit bien sur l'image. Il a lâché. 10 minutes avant, eh bien, comme ça, c'est très, très compliqué. Et Girona l'avait compris. Hein. Dès le début, je pense que Michel savait bien que ce cadre en droit de Girona, côté gauche du Real Madrid, c'était la porte d'entrée du match. Tout à fait. Enfin, Kike, on va s'arrêter là. Ce matin, on est là sur ta chaîne UIR. Bon, eh bien, on verra ce qui se passe mercredi. Mon Dieu, mercredi à San Mamé. Et non, ce n'est pas sa meilleure année, l'Athletic Club de Bilbao. Mais on sait que là-bas, mec, ils nous font un match vraiment coriace. Et soit Xavios. Regarde, et jouer avec le truc des visages. Pas seulement le visage de Xavi, qui commence à ressembler de plus en plus à celui de Lopetegui. Mais celui de Berlin, ils disent celui de James Rodriguez. Et aussi, oui, mais je vais te dire un truc. Moi, tu vois, je pense que enfin, peut-être que c'est une idée un peu folle, mais je crois que l'Athletic Club de Bilbao, en termes de profil, nous convient. Comme ça s'est passé avec l'Olympiakos, même avec les risques. Ça nous avantage parce que c'est une équipe qui va avoir beaucoup d'ambition pour aller de l'avant. Il y aura des moments de course, on verra si quelque chose se passe, mais il est clair que l'Athletic Club et City sont 2 tests de feu pour le Real Madrid actuel et 2 tests cruciaux pour Xavi Alonso. Moi, je ne m'accroche à rien. Et je vais le dire comme ça. Si le Madrid perd, c'est moche. Chacun jugera ce qui est moche face à l'Athletic et City. Je ne suis pas sûr qu'il continue. Je crois que maintenant, moi non plus.
Moi non plus. Non, il ne mangera pas le turon si ça arrive, bien sûr. Si ça arrive, pourvu que non. Même s'ils disent que non, Madrid nous le propose et tout, je ne sais pas quoi. Bon, on a dit que bon, la Supercoupe, c'est la Supercoupe. Mais avant la Supercoupe, il y a ça. Et si on te met une raclée, moi je dis que c'est une défaite sévère. Je veux dire qu'on te mette bien la main dessus et tout. Regarde, Xavi. Xavi va avoir de l'avenir. Liverpool sera fou de vouloir le recruter dans quelques temps. Xavi aura un avenir dans n'importe quel autre club, sans aucun doute. Il l'a eu, puis il l'a eu, puis il. Je veux dire, il va l'avoir, mais complètement. Alors mec, ose bordel, Enfin, donc un câlin mec. Mets un like à cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et à celle de Kick Madridismo au quotidien. Et voilà, mettez le paquet sur la vidéo si vous en avez la possibilité, activez la petite cloche et allez, Madrid. Malgré tout, un câlin.